Vous l'avez sûrement constaté, le parcours médical de la grossesse est rythmé par de nombreux rendez-vous, mais aussi par la rencontre avec différents professionnels de santé. Sages-femmes, gynécologues, médecins généralistes, dentistes, pharmaciens. Pas toujours évident de savoir qui fait quoi. Bienvenue dans 3-2-1 Parents, le podcast de l'assurance maladie qui vous aide à vous préparer au mieux à l'arrivée de votre enfant, mais aussi et surtout à veiller sur votre santé et sur la sienne. Moi, c'est Pauline Verdusier, je suis journaliste et comme beaucoup de parents, je me suis posé 1000 questions en attendant mon premier enfant. Au fil des épisodes de ce podcast, je retrouve Anne Caméraire, sage-femme libérale, pour explorer ensemble et avec des experts tous ces sujets qui nous questionnent pendant la grossesse, l'accouchement et les premiers mois de vie de l'enfant. Pour nous aider à y voir plus clair sur les professionnels de santé qui vous suivent pendant la grossesse et en postpartum, on a demandé dans cet épisode à Armance Philizot, responsable du département prévention à l'assurance maladie, de nous expliquer précisément le rôle de chacun et dans quelle situation les solliciter. Mais avant ça, on fait un zoom sur l'un des métiers clés de ce parcours, celui de sage-femme. Et qui de mieux pour en parler que celle qui nous suit tout au long du podcast ? Bonjour Anne. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qui est notre interlocuteur ou interlocutrice privilégiée pendant notre suivi de grossesse ? Alors, le suivi médical de la grossesse, il peut être assuré soit par une ou un sage-femme, médecin généraliste ou gynécologue. La plupart des gens ne le savent pas, mais en réalité, si tout va bien, si on est en bonne santé, on peut être suivi du début jusqu'à la fin par une sage-femme. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle des sages-femmes qu'on va pouvoir rencontrer tout au long de la grossesse et à l'accouchement ? Alors, on peut les rencontrer à différentes occasions. D'abord, elles peuvent réaliser le suivi médical, donc les rendez-vous qu'on fait tous les mois pour s'assurer que la grossesse se développe normalement. On peut également les rencontrer dans le cadre des échographies, puisqu'il existe des sages-femmes échographistes qui vont réaliser des échographies de grossesse. On peut les voir ensuite en préparation à la naissance et à la parentalité, lors de séances individuelles ou collectives où on aborde les manières justement de se préparer au jour de l'accouchement et à l'arrivée d'un enfant. Et puis, on peut les rencontrer, bien sûr, là où les gens les attendent en général, c'est-à-dire dans les maternités. Ce sont elles qui assistent la plupart des naissances normales, on va dire, ce qui se passe bien. On les voit également dans les premiers jours après la naissance, lorsqu'on est toujours à la maternité. Et puis enfin, on va les rencontrer après le retour à la maison, parfois dans des visites à domicile ou bien après dans des rendez-vous de suivi en cabinet, par exemple. Et est-ce que vous pouvez nous parler à présent du dispositif de la sage-femme référente ? Donc l'idée de la sage-femme référente, c'est qu'on ait un ou une professionnelle privilégiée. Donc ça va être la personne qui va réaliser la majorité des rendez-vous et son rôle va être de coordonner tout le suivi, c'est-à-dire de voir avec vous que les rendez-vous qui ne sont pas réalisés par cette sage-femme ont pu être réalisés par d'autres professionnels, que vous n'avez pas eu de difficulté à trouver les rendez-vous ou les contacts adaptés. On peut se mettre en relation avec votre médecin traitant, par exemple, si c'est nécessaire selon votre situation médicale. L'idée, globalement, c'est que la sage-femme référente, elle garde une vue d'ensemble sur ce parcours de grossesse pour vous accompagner à chaque étape. Et donc cette sage-femme, il faut la déclarer auprès de l'assurance maladie pour qu'elle soit reconnue comme sage-femme référente, justement. Comment ça se passe concrètement ? Oui, la sage-femme va vous demander de remplir avec elle un document qu'il faudra envoyer à la sécurité sociale, ce qui va permettre qu'elle soit identifiée comme étant votre sage-femme référente pour cette grossesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour trouver une sage-femme pour faire notre suivi de grossesse ? Dès qu'on sait qu'on est enceinte, on peut, par exemple, aller sur l'annuaire des professionnels de santé, Amélie, et typiquement je cherche une sage-femme à proximité de mon adresse. Et de cette façon-là, vous allez voir s'afficher toutes les sages-femmes, par exemple, installées en libéral dans votre secteur. Vous pouvez aussi aller, par exemple, à la PMI, à la protection maternelle et infantile de votre région, de votre quartier, qui pourra soit vous proposer déjà un premier rendez-vous, soit vous orienter éventuellement aussi vers les professionnels du territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des centres de PMI qui sont des lieux qui gagnent à être connus ? Oui, en fait, les PMI, donc ce sont des lieux publics, c'est accessible à tout le monde. D'ailleurs, qu'on ait une sécurité sociale ou pas, tout le monde peut en bénéficier. Et au sein de ces lieux qui sont assez bien répartis sur le territoire, on va trouver différents types de professionnels. Donc, on peut rencontrer par exemple une sage-femme qui peut faire le suivi de grossesse au sein de la PMI.
On va également rencontrer, par exemple, des puéricultrices ou des auxiliaires de puériculture qui vont être utiles, en particulier après la naissance des enfants, parce que les PMI, ce sont des lieux où on peut faire le suivi. Alors, le suivi de la croissance, par exemple, par des permanences de pesée, de conseils de puériculture. On peut rencontrer des médecins de PMI qui pourront faire le suivi des bébés et des enfants jusqu'à 5 ans. Et ce sont des lieux où il peut y avoir différents intervenants qui proposent, par exemple, des rendez-vous ou des ateliers, psychomotriciens, psychomotriciennes, psychologues, conseillères en lactation, et proposer parfois des ateliers de massage de bébé, de portage, des ateliers d'éveil. Donc c'est vraiment un endroit intéressant à connaître. Vous pouvez aller voir, même pendant la grossesse, la PMI la plus proche de chez vous, leur demander éventuellement leur planning, de savoir quelles sont les activités qui sont proposées, et c'est gratuit. Donc si on résume, on peut être suivi par une sage-femme, un ou une médecin généraliste ou bien un gynécologue, et ce suivi peut se passer soit en cabinet libéral de ville, soit en PMI ou à la maternité à partir du moment où l'inscription a été faite. Est-ce qu'on peut à présent parler des lieux dans lesquels on peut accoucher ? Il existe plusieurs types de lieux où on peut accoucher. La plupart des naissances en France, elles se passent à l'hôpital, en maternité. Pour ça, il faut s'inscrire. En général, on propose de le faire à partir de la fin du premier trimestre. Et puis, on sera accueilli lors d'un premier rendez-vous qui va permettre de constituer un dossier, de s'assurer que la naissance peut bien se passer dans cette maternité-là. Et à la suite de ce premier rendez-vous, on peut choisir soit de poursuivre le suivi mensuel à la maternité, ou bien de retourner vers ses professionnels libéraux et de revenir seulement à la fin de la grossesse en prévision de l'accouchement. Mais il existe aussi d'autres possibilités de naissance en France qui sont un petit peu plus rares et qui permettent par exemple d'être suivies par la même personne, par la même sage-femme, pendant la grossesse, au moment de la naissance et après l'accouchement. Donc c'est possible. Oui, ça existe, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très fréquent. Ça s'appelle l'accompagnement global à la naissance, puisque c'est la même personne qui va faire toutes les étapes. Et les naissances dans ce cas-là ont lieu par exemple en maison de naissance, à domicile ou parfois à l'hôpital, dans ce qu'on appelle un plateau technique. Qu'est-ce que c'est une maison de naissance et un plateau technique ? Alors, une maison de naissance, c'est un endroit qui est organisé vraiment comme une maison. Donc, souvent, il y a un salon, il y a une chambre, il y a une cuisine. C'est géré par des sages-femmes libérales. C'est accolé à une maternité. Et ça se destine à accueillir des grossesses sans complications, des grossesses normales, et des accouchements qu'on dit physiologiques, c'est-à-dire des accouchements sans intervention médicale. Donc, sur place, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'anesthésiste, il n'y a pas de péridurale. Il y a uniquement la sage-femme qui vous a accompagné au cours de la grossesse, qui est présente. Et l'idée, c'est que la naissance se passe dans un cadre assez intimiste, puisque c'est vraiment dans une chambre qui ressemble à une chambre à coucher, et avec une sage-femme qui est dédiée à cette naissance-là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autres patientes en même temps, contrairement à ce qu'on peut avoir parfois à l'hôpital. Et le plateau technique, c'est de nouveau un accompagnement global à la naissance, c'est-à-dire que c'est votre sage-femme qui vient à l'hôpital le jour où vous êtes en travail, vous vous y retrouvez en fait ensemble, et elle va s'occuper uniquement de sa patiente. Elle n'aura pas d'autres patientes en travail pareil à ce moment-là. Et les équipes de la maternité n'interviennent pas spécialement s'il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que l'hôpital ouvre ou laisse un accès à une salle de travail, à une salle d'accouchement, aux sages-femmes libérales du secteur. Oui, donc pour conclure, c'est important de préciser que les sages-femmes peuvent aussi assurer le suivi gynécologique tout au long de la vie et même au-delà d'une grossesse. Oui, tout à fait. En fait, c'est assez mal connu. C'est-à-dire que nous, ça nous arrive très souvent d'avoir des femmes qui découvrent le rôle en gynécologie des sages-femmes après un accouchement. Mais à partir du moment où quelqu'un est en bonne santé, n'a pas de maladie chronique particulière ou pas de traitement compliqué, elle peut tout à fait être suivie par une sage-femme depuis l'adolescence jusqu'à la fin de sa vie pour son suivi gynécologique. Donc, on va pouvoir faire ensemble les frottis, prescrire des examens complémentaires si nécessaire, des échographies, des mammographies, et faire tout ce qui va concerner la contraception. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas forcément de suivi gynécologique, par peut-être difficulté à trouver aussi des gynécologues, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pas suffisamment sur le territoire. Donc, si elles sont en bonne santé et qu'elles cherchent quelqu'un pour faire leur suivi, elles peuvent tout à fait s'orienter vers une sage-femme. Merci beaucoup Anne Kammerer. Merci.
Maintenant, je vous propose de nous concentrer sur les autres professionnels que l'on peut rencontrer lors de la grossesse. Nous allons donc vous dresser un panorama de vos interlocuteurs et interlocutrices avec Armance Philizot. Bonjour Armance. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je suis responsable du département prévention de l'assurance maladie. Est-ce que vous pouvez nous dire quels autres professionnels de santé on peut être amené à rencontrer dans son parcours pendant la grossesse ? La grossesse, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas en soi une pathologie. Donc, si la grossesse se déroule bien, vous n'aurez pas forcément besoin de consulter d'autres. Mais dans certains cas, et c'est ces cas-là qu'on va voir tout de suite, vous pouvez être accompagné par d'autres professionnels de santé. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle situation, du coup, on est amené à rencontrer d'autres professionnels ? Alors, si on repart du cas où vous êtes suivi par votre sage-femme, déjà, ce qu'on a beaucoup développé précédemment, et que votre grossesse vient à présenter une complication, ou que la grossesse devient à risque, comme on dit, c'est la sage-femme qui va vous orienter vers un médecin, donc soit un médecin gynécologue, soit si c'est une pathologie qui n'est pas spécifiquement liée à la grossesse, comme une infection virale, comme une infection bactérienne, elle va renvoyer vers votre médecin généraliste. Voilà. Le kiné fait aussi partie des professionnels de santé qu'on peut rencontrer pendant la grossesse. Quel est son rôle ? Alors, le kiné, je pense que le masseur kinésithérapeute est plus connu pour son rôle en postpartum, mais en fait, le masseur kinésithérapeute peut intervenir pendant la grossesse. C'est pas le plus courant, mais si par exemple il y a des douleurs liées à la grossesse, notamment le blocage du nerf sciatique, qu'on appelle plus couramment la sciatique, vous pouvez bénéficier d'une prescription. J'insiste là-dessus, par contre, il n'y a pas de recours en accès direct au masseur kinésithérapeute. Le kiné, c'est sur prescription de la sage-femme ou du médecin qui vous suit. Voilà. Attention également, si c'est une grossesse qui se déroule bien, la sage-femme va rester compétente pour la prescription. Si c'est juste des petites douleurs qui peuvent être soulagées par la kinésithérapie. Si on bascule sur une douleur à traitement kinésithérapique qui est du niveau pathologique, vraiment, là, il faut passer la main au médecin et c'est la prescription du médecin qui interviendra pour préciser les séances de kinésithérapie dont vous allez bénéficier. Ça aussi, c'est bon à savoir parce que j'ai moi-même une sciatique pour ma première grossesse. Oui, c'est assez courant. Donc ça, c'était pour la partie sur la grossesse. Et quel est son rôle en postpartum ? C'est un rôle essentiel. La sage-femme comme le masseur kinésithérapeute interviennent en fait pour les séances de rééducation du périnée. Alors, le périnée, ce muscle qu'on ne connaît pas alors qu'il est essentiel, puisqu'en fait, quand on vous parle de plancher pelvien, c'est joli comme expression, à quoi ça correspond ? En fait, c'est le muscle donc qui soutient tout notre abdomen, y compris la partie appareil génital. Il est soumis à beaucoup plus de poids pendant la grossesse, il se relâche, il se déforme. Et si on ne fait pas de rééducation du périnée, on a le plaisir de goûter à des joies comme perte de tonicité et de sensibilité vaginale, quand on vieillit potentiellement de la descente d'organes, c'est très chouette, et de l'incontinence urinaire, tout le monde aime ça. Voilà. Donc si vous voulez y échapper, il faut absolument faire les séances de rééducation périnéale, c'est beaucoup mieux. Ça permet de retonifier le plancher pelvien et l'ensemble des muscles qui ont été vraiment fragilisés pendant la grossesse et aussi pendant l'accouchement. La bonne nouvelle, en plus, c'est que les séances sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie et que ça n'est pas limité dans le temps. Donc, pas de panique, si jamais vous êtes débordé avec bébé, etc. Vous pouvez tout à fait attendre médicalement comme au niveau remboursement, d'avoir du temps devant vous pour faire votre rééducation du périnée sereinement. Et j'insiste, comme aucune limite de temps n'a été mise par la loi, si par exemple votre grand-mère, peut-être pas, mais votre maman ou votre très très grande sœur n'en a pas bénéficié, qu'elle a eu des enfants par le passé qui a un besoin de rééducation périnale, vous pouvez lui dire, va chez une sage-femme, va chez un masseur kinésithérapeute. Toutes les femmes, en fait, qui ont une faiblesse pelvienne sont éligibles à cette prise en charge. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du périnée au moment de la grossesse, mais en fait, c'est une partie du corps qui sert pour toute la vie. C'est ça. Et que ça sert dans la continence, dans le plaisir sexuel, etc. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. Les séances de rééducation, c'est des exercices en fait musculaires qu'on apprend à faire avec un professionnel de santé, mais qu'on peut pratiquer chez soi. C'est pour ça que je disais c'est un muscle méconnu, mais on pense pour beaucoup d'entre nous à se dégourdir les jambes, à muscler un peu notre dos, mais en fait, le plancher pelvien, c'est hyper important aussi pour éviter les désagréments qu'on a un peu partagés à l'instant. Donc ça veut dire que là, moi, ma fille va avoir 2 ans, j'ai toujours pas terminé ma rééducation du périnée. Ça veut dire que je peux encore me faire prescrire des séances. Tout à fait, vous pouvez continuer. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du pharmacien ou de la pharmacienne qui va aussi être un interlocuteur important pendant la grossesse ?
Le pharmacien et la pharmacienne sont vraiment des acteurs un peu méconnus en fait du suivi de la grossesse. Alors ils ne suivent pas, mais ils interviennent en fait pour préciser ce que je viens de dire. C'est un professionnel de santé de proximité. Souvent, c'est celui ou celle qui est vraiment dans votre quartier et ils ont un rôle fondamental pour vous renseigner sur les médicaments que vous pouvez prendre ou ne pas prendre pendant la grossesse. Vous avez sans doute tous remarqué le petit pictogramme sur les boîtes de médicaments, à savoir que en fait c'est un picto qui est lié au fait parfois qu'il n'y a pas eu suffisamment d'études sur ce médicament. En tout état de cause, le bon professionnel, c'est le pharmacien. En plus, le pharmacien, s'il a le moindre doute sur les effets secondaires possibles du médicament, va appeler votre médecin prescripteur. Est-ce qu'on peut avoir des conseils personnalisés de la part de notre pharmacien ? Oui, tout à fait, et au-delà du côté spécifiquement sur cette boîte de médicaments. Pourquoi ? Parce que, alors c'est très méconnu, mais les pharmaciens sont compétents pour réaliser un entretien femme enceinte, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a comme objectif de sensibiliser les futures mamans au risque de tératogénie. Donc là, les risques tératogènes, ce sont les risques de malformation du fœtus ou du futur bébé. Et le pharmacien, à cette occasion, va aussi parler de vaccination. Il faut savoir que les pharmaciens peuvent vacciner toutes les personnes qui ont plus de 11 ans et ils font particulièrement des messages de prévention sur la vaccination contre la grippe. Voilà. La vaccination contre la grippe est proposée à toutes les femmes enceintes. Là aussi, c'est assez méconnu, mais c'est très important parce qu'une forte grippe, ça peut entraîner des complications. Lors de l'entretien femme enceinte, le pharmacien va avec vous évoquer les risques qui sont liés à la prise de médicaments en général. Il va aussi vérifier que la femme enceinte ne prend pas de traitement en automédication qui serait susceptible d'être dangereux pour le fœtus. Il va pouvoir comme ça pousser des alertes mesurées en vous expliquant comment faire sur les risques de l'automédication pendant cette période. Et ça, c'est très important, je profite du podcast pour le dire. La grossesse n'est pas une maladie, mais on ne s'automédique pas, on ne décide pas par soi-même ce qu'on prend comme médicament pendant la grossesse. On demande conseil à un professionnel de santé. Et justement, le recours de proximité et l'expert en la matière, c'est votre pharmacien. Très bien. Est-ce qu'on peut maintenant faire un point sur les substituts nicotiniques qui peuvent être prescrits pendant la grossesse ? Oui, alors c'est de notoriété publique, grossesse, pas de tabac. Donc si vous êtes fumeuse, vous pouvez être accompagnée et notamment les substituts nicotiniques qui vous seront prescrits par une sage-femme, par un médecin, par une infirmière, un chirurgien dentiste, même un masseur-kinésithérapeute peut vous prescrire des substituts nicotiniques. Donc tous ces professionnels de santé-là peuvent engager en fait votre accompagnement pour une réduction de la consommation de tabac, voire un début de sevrage tabagique. Et après, vous pouvez en parler avec votre pharmacien ou votre pharmacienne parce que c'est lui ou elle qui va vous les délivrer, ces substituts nicotiniques. Vous expliquer quels sont leurs effets, comment on les prend. Ils peuvent aussi être prescrits à votre entourage, donc c'est bon à savoir. Donc si le papa, le coparent est fumeur, fumeuse, vous pouvez aussi obtenir une prescription pour cette personne. Alors il faut que la personne y aille elle-même, vous n'allez pas lui imposer. En tout état de cause, les substituts nicotiniques seront remboursés et du moment qu'ils ont été délivrés après une prescription par un des professionnels que j'ai cités précédemment. Oui, ça c'est bon à savoir parce que c'est vrai que parfois on ne sait pas aussi que c'est fortement recommandé que le coparent ou le père arrête de fumer également. Tout à fait. L'entourage d'une future nourrisson, l'entourage de la femme enceinte. À présent, on va parler du dentiste ou de la dentiste. Quel est son rôle pendant la grossesse ? Le chirurgien dentiste, en fait, a un rôle hyper important parce que la grossesse, c'est une période de grands bouleversements physiologiques et hormonaux. La femme est sujette à une augmentation des niveaux d'œstrogène et de progestérone et c'est assez méconnu, mais en fait, ça favorise l'inflammation gingivale, donc l'inflammation des gencives et ça augmente le risque de ce qu'on appelle une gingivite gravidique. Donc voilà, une inflammation liée à la grossesse. Ça touche quand même 50 à 70% des femmes enceintes. Donc vous êtes une majorité, vous êtes une majorité à le subir. Et du coup, le risque de carie est également plus élevé. Donc, il faut prendre soin de sa santé bucco-dentaire, même si c'est pas ça qu'on pense quand on est enceinte. Voilà. Si on n'a pas d'examen de prévention, si ça n'est pas traité, ça peut mener à des complications obstétricales, parce que la cavité bucco-dentaire, c'est une zone qui est facilement infectée. Donc, on sait bien que les caries, en fait, c'est des portes ouvertes aux infections. Et donc, ça peut avoir, je ne veux pas vous effrayer, des conséquences avec accouchement prématuré ou des enfants avec des faibles poids à la naissance.
Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire cet examen bucco-dentaire qui est 100% remboursé sans avance de frais, c'est Oui, ça ? tout à fait. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que l'assurance maladie prend en charge, comme vous venez de le dire, à 100% et sans avance de frais, un examen dit préventif pour les femmes durant la maternité à partir du 4e mois de grossesse, mais ça peut avoir lieu jusqu'à 6 mois après l'accouchement. Donc, dans beaucoup de zones de notre beau et grand pays, on a des difficultés à avoir un rendez-vous dentiste. Si vous n'avez pas de douleur, l'important, c'est juste de mémoriser. J'ai droit à un examen de prévention. Je peux attendre que bébé soit né. Si le chirurgien dentiste me dit c'est pas avant dans 6 mois et que ça correspond à une date post-accouchement, aucun souci. Du moment que vous êtes dans les 6 mois après votre accouchement, c'est bon, vous serez intégralement prise en charge. Qu'est-ce qu'on aborde alors dans ce bilan bucco-dentaire ? Alors, c'est un bilan complet sur votre santé bucco-dentaire. Il va comporter des recommandations personnalisées pour l'hygiène bucco-dentaire. Quand je dis personnalisée, c'est-à-dire adaptée à votre situation pendant la grossesse ou en postpartum, peu de temps après l'accouchement. Il va comporter surtout une partie importante de conseils nutritionnels, notamment pour réduire, si vous en avez, les effets des vomissements. Et vous n'échapperez pas du tout, c'est normal, c'est fondamental pour les dents, à des conseils pour limiter les apports en sucre, le sucre étant un poison pour les dents. Et selon le moment est-ce que vous êtes encore enceinte, est-ce que c'est un postpartum, le chirurgien dentiste va aussi faire un focus sur les dents de votre futur enfant ou sur les futures dents de votre jeune enfant. Parce que même si c'est pas forcément la chose à laquelle on pense, quand on vient d'accoucher ou quand le bébé, le jeune enfant n'a que quelques mois, les dents vont très vite apparaître et les obligations de brossage vont très vite apparaître aussi. Et alors, est-ce qu'on peut avoir des soins bucco-dentaires pendant la grossesse ? Oui, il n'y a pas de contre-indication à réaliser des soins bucco-dentaires pendant la grossesse. Donc, c'est vraiment une idée fausse qu'il convient de lever. Vous pouvez bénéficier, si vous en avez besoin, d'actes de soins, vraiment, avec une intervention. Même si ça nécessite une anesthésie et même si ça nécessite une radiographie qui peut être ultra localisée. Voilà, aujourd'hui, les chirurgiens dentistes, généralement, font des photographies, des radiographies ultra localisées, donc il n'y a pas d'irradiation. Et justement, quand on bénéficie de soins pendant la grossesse, vous vouliez rappeler l'importance de signaler aux professionnels de santé que l'on est enceinte parce que ça peut nécessiter parfois des soins qui soient adaptés. Oui, tout à fait. Alors là, on parlait du chirurgien dentiste, c'est important quand même de le préciser, mais c'est vrai pour tous les professionnels de santé. On peut comprendre qu'en début de grossesse, c'est pas forcément évident de dire « je suis à 6 semaines ». Voilà, par exemple, quand ça ne se voit pas. Mais un conseil, et c'est vraiment important, les professionnels de santé, de toute façon, tous sont formés au secret médical, sont obligés de respecter ce secret médical. Il vaut mieux leur en parler pour justement qu'il n'y ait pas de risque que vous soit prescrit un acte, un médicament, que soit effectué un acte qui serait contre-indiqué pendant la grossesse. Voilà, donc ne pas hésiter à en parler, à dire à quel stade vous pensez être, si c'est pas encore très certain. Ça permettra aux professionnels en face de vous d'adapter les produits qu'ils utilisent. Et c'est vrai notamment pour le chirurgien dentiste. On arrive à la fin de cet épisode. Vous vouliez nous parler d'un service numérique qui s'appelle Mon Espace Santé, qui permet justement de regrouper les informations au sujet de son dossier médical dans un endroit spécifique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Mon Espace Santé, c'est votre carnet de santé en ligne. Donc, c'est un espace sécurisé. C'est important de le dire. Mon Espace Santé, c'est un outil assurance maladie qui est parfaitement sécurisé, qui répond à toutes les normes de protection de vos données. Et ça vous permet d'ajouter en quelques clics, c'est assez facile à prendre en main, des informations utiles à votre prise en charge. Ça vous permet, par exemple, de partager les historiques de soins. Et du coup, un professionnel de santé qui a accès à Mon Espace Santé, parce que comme je vous le disais, c'est un peu comme le carnet de santé, mais numérique, va avoir les informations. Et si vous avez oublié des choses, et c'est largement possible, tout le temps, encore plus quand on est enceinte, le professionnel de santé, lui, pourra les retrouver dans votre dossier en ligne, justement. Donc, c'est très pratique et très sécurisant. Vous pouvez y faire déposer vos ordonnances, vos résultats d'analyse, les comptes rendus d'échographie. Et comme ça, vous ne les perdrez jamais. Vous les aurez toujours, même si vous devez voir un professionnel de santé à l'improviste. Donc, un professionnel de santé qui a accès à ce service numérique peut retrouver toutes vos données et comme ça, tout est réuni dans un espace.
Alors, toutes celles que vous avez choisi de partager, c'est vous qui gardez la main, justement, c'est très respect de la protection des données. Donc, vous pouvez, par exemple, choisir, sous mon espace santé, de ne mettre à la disposition que de votre médecin généraliste certains documents que vous ne voulez pas partager avec d'autres professionnels que vous ne connaîtriez pas. Et enfin, pour clôturer cet épisode, on voulait parler de santé mentale, puisque les professionnels de la santé mentale sont aussi des personnes qu'on peut être amené à rencontrer pendant la grossesse ou après. Tout à fait. Alors, les professionnels de la santé mentale, ce sont surtout les psychologues et les psychiatres. Ils n'ont pas les mêmes compétences, on va y revenir après. Ces professionnels de santé sont là pour vous accompagner si vous avez des difficultés sur le plan effectivement émotionnel, mental, psychique, psychiatrique. Ils sont vraiment qualifiés pour vous écouter à la fois en tant que mère, mais ils peuvent aussi écouter le père, le coparent. Pourquoi ? Parce que la grossesse, c'est quand même un grand bouleversement psychologique. Généralement, on ne le vit pas si souvent dans sa vie qu'on s'y habitue complètement. Donc, ça suscite des grandes émotions. Ça peut être à l'origine de doutes. Ça peut, chez certaines personnes, générer même des angoisses ou des peurs et un état de mal-être. Voilà. Je vous rassure, c'est pas le plus fréquent. C'est généralement une période joyeuse et positive. Mais si vous avez trop de questions, vous vous sentez harcelé par ces questions, que c'est à l'origine d'une baisse de morale qui ne passe pas. Quand c'est temporaire, pas d'inquiétude, ça arrive absolument à tout le monde. Si la baisse de morale passagère, en revanche, se transforme en douleur, en difficulté, en fait, à se sentir bien, si vous avez l'impression que c'est un état qu'on peut dire dépressif, ne vous interdisez pas de recourir à un professionnel de santé mentale. Et justement, il y a un dispositif qui s'appelle Mon Soutien Psy qui permet justement d'aller consulter. Oui. Alors, le dispositif Mon Soutien Psy, c'est un dispositif porté par l'assurance maladie qui s'adresse aux personnes qui sont déprimées ou sont en souffrance psychique légère ou modérée. Comment ça fonctionne, en fait? C'est 12 séances maximum par année civile, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année. 12 séances qui vont être prises en charge à 60% par l'assurance maladie et à 40% par votre complémentaire santé, donc concrètement votre mutuelle. Vous pouvez avoir recours à un psychologue conventionné avec l'assurance maladie sans passer par la case médecin. Donc c'est accès direct, comme on dit, vous n'avez pas besoin d'une prescription. En revanche, petit point d'attention, allez consulter d'abord monsoutienpsy.amelie.fr parce qu'on y trouve la liste des psychologues conventionnés. On mettra le lien en ligne. C'est important en fait de garder en tête que c'est un dispositif qui passe par des psychologues qui sont référencés par l'assurance maladie. Rendez-vous sur monsoutienpsy.amelie.fr pour trouver un psychologue conventionné. Ça, c'est très important si vous voulez bénéficier de la prise en charge de ces 12 séances, donc prise en charge assurance maladie et complémentaire qui est intégrale. Il faut vraiment que vous preniez un psychologue qui est référencé sur le site amelie.fr. Et on développera justement le sujet de la santé mentale dans l'épisode 3. Merci beaucoup Armance Filizou. Merci. « 3, 2, 1 Parents » est un podcast de l'assurance maladie à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous et écoutez d'autres épisodes avec de nouveaux experts. Et pour retrouver encore plus d'informations sur la grossesse et la parentalité, rendez-vous sur amelie.fr.